Togo fait partie désormais des pays à forte croissance économique selon le classement 2024 de la Banque africaine de développement BAD. Nous parlerons également dans ce magazine de l'appui qui est fait aux PME et les micro-entreprises à travers diverses initiatives. Et pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec l'initiateur du projet Hôpital des entreprises, M. Agbové Pascal Edo. Il est le directeur exécutif de l'IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Bonsoir, M. Agbové. Bonsoir, ma soeur Antoinette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est un plaisir. On revient à vous dans un instant. Merci beaucoup. C'était le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour ce dernier numéro du magazine économique de ce mois de février. Selon le classement 2024 de la Banque africaine de développement BAD, le Togo fait partie des 11 pays africains sur 20 au monde qui devraient avoir les croissances économiques les plus fortes de cette année. Notre pays fait partie de ce classement avec une croissance projetée à 6%. Voyons cela avec Ekwesala. Le Togo figure parmi les 11 pays africains sur les 20 au monde qui devraient avoir les croissances économiques les plus fortes en 2024. C'est ce qu'indique le groupe de la Banque africaine de développement BAD dans une nouvelle édition de son rapport sur les performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique. Dans ce rapport, le Togo affiche une croissance projetée à 6% grâce aux différentes réformes engagées par le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements. Dans le classement des 11 pays africains, le Togo est en 10e position devant l'Ouganda. Il est devancé par le Niger, 11,2%, le Sénégal, 8,2%, la Libye, 7,9%, le Rwanda, 7,2%, la Côte d'Ivoire, 6,8%, l'Éthiopie, 6,7%, le Bénin, 6,4%, Djibouti, 6,2% et la Tanzanie, 6,1%. Selon la BAD, avec ces 11 pays sur 20, l'Afrique devrait rester la deuxième région connaissant la croissance la plus forte après l'Asie. L'institution financière projette que la croissance de ces pays sera stimulée par, entre autres, l'augmentation de la production agricole, l'expansion du secteur des services et les réformes visant à renforcer la participation du secteur privé dans les domaines de l'énergie et de l'exploitation minière. Pour la BAD, l'amélioration des chiffres de la croissance pour 2024 est le reflet des efforts concertés des décideurs politiques du continent, notamment des 11 pays, pour mener des stratégies de diversification économique axées sur l'augmentation des investissements dans les secteurs clés de la croissance. Le rapport appelle toutefois à un optimisme prudent compte tenu des défis posés par les risques mondiaux et régionaux, à savoir la montée des tensions géopolitiques, l'augmentation des conflits régionaux et l'instabilité politique qui pourraient perturber les flux du commerce et d'investissement et maintenir les pressions inflationnistes. Parlons environnement maintenant. Depuis plusieurs années, les pays se sont engagés à lutter contre les effets des changements climatiques. Aujourd'hui, il est question pour les États d'aller vers un budget consacré au climat pour une lutte efficace. On parle de budgétisation verte et le Togo reste pour le moment le seul pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à opter pour la budgétisation verte. Les précisions avec Carmen Madié à Kakou. La crise écologique appelle la mobilisation des compétences qui dépassent dorénavant la seule sphère des écologues, économistes, gestionnaires et financiers. Elle demande à porter un regard neuf sur les outils à disposition des États qui devraient permettre d'ajuster les dépenses publiques en faveur de l'environnement. L'émergence de la budgétisation verte ces dernières années reflète le souci des pays à s'appuyer sur le processus budgétaire pour faciliter la réalisation de leurs objectifs environnementaux et climatiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement ont de profondes répercussions sur la planète, la société et l'économie mondiale.
Face à ce constat, les pays ont défini des objectifs nationaux et pris des engagements mondiaux en vue de protéger l'environnement et d'atténuer les effets de changement climatique. Le Togo s'est ainsi engagé dans les contributions déterminées au niveau national, révisées de 2021 à réaliser une réduction de gaz à effet de serre de 50,57% à l'horizon 2030 s'il bénéficie de soutien international. L'OCDE joue un rôle important dans la budgétisation verte en guidant les pays sur les possibilités d'utilisation des outils d'élaboration des politiques budgétaires et en éclairant les décideurs sur l'impact environnemental et climatique des choix de budgétisation. La mise en œuvre des budgets verts suppose de disposer d'une stratégie nationale en matière de changement climatique et d'environnement, d'outils de budgétisation tels que la cotation environnementale du budget, de déclaration de budget vert, informant les parties prenantes concernées d'un cadre budgétaire moderne qui relie planification stratégique, programmation de budgétisation. En 2020, 14 pays de l'OCDE sur 35 déclaraient pratiquer la budgétisation verte. Selon des sources bien informées, le Togo reste aujourd'hui le seul pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à opter pour la budgétisation verte en produisant son premier document de budget vert 2024 annexé à la loi de finances 2024. Pour en arriver là, il a fallu une démarche assez cohérente et agencée avec les orientations et la coordination nationale du ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Toujours dans le cadre du budget, le ministère de l'Économie et des Finances améliore les performances de son personnel à travers une formation sur la loi organique relative à la loi de finances et du budget programme. Retrouvons Carmen Madji à Kato. Le ministère de l'Économie et des Finances veut améliorer les performances de son département. Cette rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel PTA du projet de renforcement de la gestion des finances publiques 2023-2026 du FMI sur le financement de l'Union européenne. Les participants ont travaillé autour notamment de la loi organique relative à la loi de finances et du budget programme. Pour Stéphane Kobié-Tchasso Akaya, secrétaire général du ministère, cette formation a permis d'affirmer les connaissances en matière de finances publiques au moment où le Togo vient de bénéficier d'un appui majeur du Fonds monétaire international. Le personnel devrait en profiter et obtenir le maximum d'énergie au cours de cette année. La formatrice Aminata Bila Bambara a salué le leadership du ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. La création et la gestion d'une entreprise ne sont pas sans défi et l'un des obstacles majeurs est souvent lié à la gestion des finances. Les entrepreneurs ont désormais une solution à ces difficultés. Il s'agit de l'hôpital des entreprises initié par l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Hôpital des entreprises, de quoi s'agit-il? Voyons les précisions avec Gérard Lagoudou. La création et la gestion d'une entreprise ne sont pas sans défi. Et l'un des obstacles majeurs est souvent lié à la gestion des finances. De nombreux entrepreneurs se retrouvent à contracter des dettes pour financer leurs projets, mais la difficulté réside dans la capacité à honorer ces engagements. Dans un contexte où des entrepreneurs font face à des poursuites judiciaires, à des problèmes ou abandonnent leurs activités en raison de dettes, il devient crucial de trouver des solutions pour les accompagner. Un nouveau projet, l'hôpital des entreprises, se veut être une solution novatrice offrant un soutien indispensable aux micro-entrepreneurs et aux promoteurs de petites et moyennes entreprises. Cette institution s'engage à aider les entrepreneurs à surmonter leurs difficultés financières et à retrouver une voie durable vers le succès. Au cœur de leurs propositions se trouvent des services variés et des programmes de formation conçus pour renforcer les compétences des entrepreneurs.
L'hôpital des entreprises se positionne comme un allié précieux pour les entrepreneurs en difficulté financière, offrant non seulement des formations cruciales, mais également un suivi personnalisé pour garantir le succès à long terme des entreprises. Alors, M. Agouvé, vous êtes le directeur exécutif de l'IJD et vous êtes le promoteur du projet Hôpital des entreprises. Et la semaine dernière, vous avez signé un partenariat avec UCRM, Union des chambres régionales de métiers. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé ce projet et pourquoi ce partenariat avec l'UCRM? D'accord, merci beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, pour financer nos politiques de développement, nos gouvernances se tournent de plus en plus vers la mobilisation des ressources domestiques, oui, c'est-à-dire les ressources endogènes via la mobilisation des recettes douanières et fiscales. Et donc, dans ce faire, il faudrait que nous ayons un secteur privé très compétitif. Et c'est dans ce cadre que les autorités essaient de mettre en place plusieurs mécanismes pour favoriser, bien pour créer des conditions favorables à la création et au développement d'entreprises. Mais force est de constater que chez nous, malgré la dynamique que nous constatons en termes de création d'entreprises, les entrepreneurs rencontrent toujours des difficultés. Et donc, plusieurs créent, mais plusieurs meurent aussi au même moment. Donc, nous nous sommes dit, c'est du gâchis, ce n'est pas bon pour le pays. Pour que notre pays puisse avoir un secteur privé fort, il faudrait que nous puissions vraiment accompagner cette dynamique des autorités en mettant en place des mécanismes devant permettre de fournir l'expertise et les outils qu'il faut pour aider les promoteurs de ces entreprises. Donc l'hôpital des entreprises, en réalité, c'est un centre d'aide au développement des entreprises. Il s'agit donc d'un dispositif d'appui aux entreprises en vue de renforcer leur compétitivité sur le marché via des services intégrés menés par une équipe multidisciplinaire. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'hôpital des entreprises. Maintenant, nous avons signé un contrat avec l'Union des chambres régionales de métiers, dans ce sens que c'est un secteur, d'abord le secteur de l'artisanat, c'est un secteur qui joue un rôle important dans l'économie nationale, parce qu'au Togo, on a environ 800 000 artisans. 800 000 artisans, et donc ces acteurs qui ont des compétences techniques, souvent rencontrent des difficultés en termes de management de leur structure. Donc nous sommes dit, c'est un secteur qui regorge beaucoup de compétences en termes sur le plan technique. Et ça, on retrouve beaucoup de jeunes dans ce secteur, on retrouve aussi beaucoup de femmes dans ce secteur. Mais leurs entreprises ne sont pas trop compétitives. Et donc, nous avons fait un diagnostic et on s'est rendu compte que le problème réside surtout dans les qualités des porteurs de projets dans ce domaine-là. Donc, il nous faut vraiment renforcer leur capacité pour qu'ils deviennent de véritables entrepreneurs. Il faudrait qu'on puisse mettre à leur disposition des outils pour mieux gérer leur entreprise. Plusieurs d'entre eux aussi contractent souvent des prêts, mais ils n'arrivent pas à honorer leur engagement parce que quand on contracte un prêt, c'est sur l'excédent d'exploitation qu'on doit normalement rembourser les crédits. Mais étant donné que leurs activités ne marchent pas, souvent cela crée des difficultés à leur niveau en termes de remboursement des prêts. Donc, il va falloir que nous puissions leur donner un coup de main. Donc, c'est pour cette raison que nous avons essayé de signer ce partenariat pour accompagner au moins 5000 entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire national. Parce que notre équipe a déjà développé des outils et nous avons déjà des ressources humaines qualifiées, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette initiative est appuyée d'une manière ou d'une autre par le réseau mondial de l'entrepreneuriat pour aider le Togo à renforcer ces mécanismes d'appui aux entrepreneurs. Donc voilà un peu ce qui nous a motivés. Et donc nous nous sommes dit, si nous arrivons à soutenir ce secteur pourra véritablement jouer son rôle levier dans le processus de développement de notre pays. Donc voilà un peu la motivation. L'hôpital des entreprises a démarré ses activités depuis le 17 janvier. Dites-nous, qu'est-ce qui a été déjà fait en faveur de ces artisans? Bien, je voudrais quand même rappeler que IJD n'est pas à son premier essai. IJD a déjà fait plus de 20 ans dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et nous avons été comme des évangélistes durant les 20 ans. Nous nous sommes rendus compte qu'on doit changer un peu de disque. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus seulement d'aller dire aux jeunes de créer des entreprises. Mais il faut plutôt se mettre maintenant dans une position d'accompagnement. Donc IJD va continuer toujours par motiver les jeunes à créer des entreprises. Mais le plus important pour nous aussi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que celles qui sont créées soient consolidées.
Vous savez, tous les jeunes ne deviendront pas entrepreneurs. Si nous avons un nombre restreint d'entreprises qui sont fortes, alors je crois que ces entreprises pourront vraiment booster notre économie. Donc, on s'est dit, on va essayer de les accompagner. Donc, durant notre année, durant les 20 ans, nous avons fait beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne les artisans, il y a cela 3 ans, nous avons mis en place normalement un projet d'appui au renforcement du tissu économique des communes. Et donc, ce projet visait normalement à aider les collectivités territoriales à développer leur économie locale pour pouvoir mobiliser plus de ressources endogènes. Donc, nous avons déjà commencé par travailler avec les artisans. On a un contrat de partenariat avec certains artisans, certaines chambres de métiers au niveau communal. Donc, on accompagnait les artisans. C'est au vu de succès que nous avons réalisé sur cet ancien programme que nous avons dit il faut passer à l'échelle. Il faudrait que nous puissions étendre ça à l'ensemble des acteurs du territoire national. Donc, à ce jour, nous avons enregistré un certain nombre d'artisans. Sur le nouveau programme, on a enregistré environ 70. Okay, mais notre objectif, comme je le disais, c'est d'aller à 5000 d'ici 2025 ou bien 2026, selon notre performance. Et donc, nous les avons enregistrés. Nous venons de signer le partenariat la semaine dernière. Et donc, tous les outils qui sont mis en place, nous sommes en train de les déployer. Mais bien avant cela, nous allons, dans un avenir proche, lancer le programme pour communiquer afin que les gens comprennent mieux ce qui est contenu dans notre programme d'accompagnement de ces entreprises-là. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire à cette étape. Et de façon concrète, comment est-ce que ces entreprises artisanales seront accompagnées pour pouvoir améliorer leur rendement à long terme? D'accord, nous allons leur offrir des formations, des conseils et puis une assistance. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Ils seront renforcés sur le plan, dans le domaine de l'entrepreneuriat et en management. Vous savez que les artisans, ils ont des compétences beaucoup plus techniques. Ils maîtrisent leur métier, mais ils n'ont pas des formations requises en matière de management d'entreprise. Donc, il manque souvent aussi de qualité entrepreneuriale, des valeurs. Donc, nous allons d'abord faire cette formation pour renforcer les compétences des promoteurs. Et maintenant, quand nous allons vers leur système, c'est-à-dire leurs entreprises, nous allons essayer de leur apporter une assistance comptable, fiscale et sociale à travers une équipe qui sera mise à leur disposition pour qu'il n'y ait plus de difficultés. À ce niveau, nous avons développé avec l'appui d'un partenaire au niveau international. Le partenaire nous a aidé à développer un outil, une application mobile et web aujourd'hui que nous allons mettre à disposition de ces artisans, ce qui leur permettra de faire leur calcul, en fait, de tenir leur comptabilité à partir de leur portable. Et nous allons également essayer de faire l'intermédiation de financement. Donc, quand nous accompagnons un certain nombre d'artisans, nous allons mobiliser les institutions financières derrière nous pour financer leurs activités et nous allons nous occuper du suivi de leur activité afin de faciliter le remboursement des crédits. Et donc, nous sommes en train de signer ces accords de partenariat à cette étape. Donc, d'ici 2 mois, quand tout sera peaufiné, nous allons maintenant déployer tous les dispositifs sur le terrain pour pouvoir vraiment assister ces entreprises de manière personnalisée afin de répondre aux besoins spécifiques de ces entreprises, afin de participer à leur développement sur le plan organisationnel et sur le plan financier. Et dites-nous, quelles sont les conditions à remplir par ces entreprises artisanales pour pouvoir bénéficier des avantages du projet? L'essentiel pour nous, c'est d'être bien organisés. Ceux qui sont déjà formalisés, nous allons les accompagner. Celles qui ne sont pas encore formalisées, dans le cadre du projet, il est également prévu un accompagnement pour aider les entreprises qui ne sont pas encore formalisées à se formaliser. Et parce que souvent, ils ont peur de l'administration fiscale. Donc, certains se réservent de formaliser leur entreprise. Donc, avec notre accompagnement, ils n'auront plus de difficultés pour pouvoir faire face aux obligations fiscales. Nous serons proches d'eux, nous allons donner des conseils. Et donc, voilà, de manière sommaire, ce qui sera fait à ce niveau également. Donc, tout entrepreneur, ou bien tout artisan, je veux dire, tout artisan qui a ce désir de se faire accompagner pour développer son entreprise, sera recruté sur ce programme pour être accompagné. Okay. Par rapport à ces collaborations, dites-nous comment ces collaborations va-t-elle améliorer les conditions de vie de ces entreprises artisanales et surtout leur contribution au budget de l'État?
Bien, d'accord. De manière concrète, vous savez que les artisans sont déjà organisés au niveau des chambres, oui, voilà, au niveau des chambres de métiers. Donc, on a déjà au niveau national l'Union, au niveau de chaque région, on a les chambres régionales de métiers. Au niveau de Lomé, nous avons les chambres communales de métiers. Au niveau de l'intérieur, on a des chambres préfectorales de métiers. Donc, ils sont déjà bien organisés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un travail de synergie qui sera fait entre les responsables de ces chambres et notre organisation. Donc, quand ils seront recrutés, il y aura un plan de travail qui sera établi. Nous allons essayer de les accompagner et nous allons faire aussi une éducation financière fiscale parce qu'ils sont des opérateurs économiques, ils ont besoin d'un bon environnement et l'État a un grand rôle à jouer, ce que l'État fait déjà très bien, mais nous savons quand même s'il y a des insuffisances par endroit, nous pensons quand même que l'État poursuit ses efforts pour les aider. Et maintenant, eux aussi, en tant qu'entrepreneurs, vous voyez que si leurs activités marchent normalement, ils n'ont pas de difficulté, ils n'hésiteront même pas à payer des impôts et taxes. Et si vous êtes proche de ces entreprises, ces entrepreneurs qui sont dans le domaine artisanal, vous verrez qu'ils rencontrent beaucoup de difficultés, mais ils font tout quand même pour payer leurs impôts et taxes. Donc nous estimons que, tel qu'ils ont la volonté de payer ces impôts et taxes, s'ils sont bien accompagnés et que leurs activités prospèrent, et d'abord, ça va contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils vont créer plus d'emplois pour aider l'État et ils n'auront pas de difficulté pour payer des impôts et taxes. Donc, en payant ces impôts et taxes, ils vont participer au financement du budget de l'État, ce qui permettra aux autorités de mettre en œuvre les politiques de développement au niveau national. Donc, nous estimons que vu le nombre d'artisans dans ce secteur, si vraiment nous avons les moyens, nous avons l'appui des autorités pour mener à bien notre mission, cela constituerait quand même une véritable source de revenus pour le pays et cela va permettre, ça va participer à la croissance économique du pays et l'État aura attiré beaucoup de profits à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas seulement les impôts, mais ils vont créer plus d'emplois. Ils vont rendre des services beaucoup plus efficaces à la population. Et donc c'est l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui bénéficieront quand même du travail que nous aurons fait avec ces entrepreneurs artisans. Et où est-ce que ces entreprises peuvent s'enregistrer? D'ailleurs, comme je le disais, c'est avec l'Union que nous avons signé la convention. Oui. Nous serons sur l'ensemble du territoire national. Donc, nous allons passer par leur organisation pour recruter ces artisans. Oui. Et nous allons aussi utiliser le digital pour recruter ces artisans-là. Et nous allons passer aussi par les médias pour donner l'information afin que ceux qui sont intéressés puissent quand même se faire enregistrer pour pouvoir bénéficier des services que nous proposons dans le cadre de l'hôpital des entreprises. Et je tiens à le préciser encore une fois qu'il s'agit effectivement d'un hôpital des entreprises parce que nous faisons des analyses, nous faisons des consultations, nous essayons de faire un diagnostic, ce qui nous permet de relever vraiment leurs insuffisances pour savoir comment apporter des solutions, des remèdes qui répondent mieux à leurs besoins et afin de les aider à évoluer normalement dans leurs activités. À long terme, c'est ça. Voilà. Ok, merci Monsieur Agbové Edo Pascal. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons avec cette information. Après avoir franchi la barre des 100 milliards de francs CFA d'emprunts sur le marché des titres publics de l'UMOA, le Togo annonce une nouvelle sortie. Cette fois-ci, le Trésor public vise 35 milliards de francs CFA et a lancé à cet effet une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor et de bons assimilables du Trésor. Ces fonds mobilisés permettront au pays de poursuivre le financement de son budget gestion 2024 qui s'équilibre à 2179 milliards de francs CFA. Rappelons que le Togo prévoit de lever 607 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics cette année. On poursuit avec les cours des devises de ce mardi 27 février 2024. Le dollar américain s'établit à 600,75 à l'achat et 607,75 à la vente. Le yen japonais, 3,985 à l'achat et 4,45 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 763,25 à l'achat et 770,25 à la vente. Le franc suisse, 684,50 à l'achat et 690,50 à la vente. Le dollar canadien s'établit à 444 à l'achat et 451 à la vente. Le yuan chinois, 83 à l'achat et 84,750 à la vente.
Quant au franc CFA, il reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Suivons à présent la revue de la presse économique pour s'enquérir de l'actualité. Le reclassement des pays les moins avancés a principalement fait la une des journaux économiques cette semaine. Sur la question économie et développement titre, Organisation mondiale du commerce, reclassement des PMA, un sujet sur la table des ministres du commerce à la 13e session à Abu Dhabi. Dans les détails, le journal affirme que le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en octobre 2023, a franchi une étape majeure dans le cadre des efforts déployés au niveau mondial pour aider les pays les moins avancés en voie de reclassement en adoptant une décision sur la prolongation des mesures d'appui aux pays ayant entamé le processus de sortie de la catégorie des PMA. Elle encourage les membres de l'OMC qui suppriment les pays de leur programme d'admission en franchise de droit dans ces pays sont retirés de la liste des PMA à leur aménager une période de transition sans heure et durable pour le retrait de ces préférences après radiation de la liste. Elle constitue une importante contribution à la mise en œuvre du programme d'action de Doha en faveur des PMA pour la décennie 2022-2031. Ecofinance, de son côté, est plutôt revenu sur l'exposition internationale de Doha. Le quotidien écrit « Le Togo présente son potentiel horticole ». L'exposition internationale d'horticulture 2023 de Doha a offert au Togo une tribune pour présenter ses atouts horticoles lors de la journée qui lui a été spécialement dédiée. Le samedi 17 février 2024 à l'Expo House de Doha. La visite du pavillon togolais a permis de découvrir les produits agricoles du pays tels que le café, le cacao, le soja, le gari et le tapioca. L'économiste du Togo, quant à lui, a plutôt parlé de la commande publique au Togo. Le journal titre « Togo, commande publique, 5e édition du répertoire des prix de référence ». Quand on dit masse salariale, ça vous dit quelque chose? Alors, suivons les explications avec notre expert et c'est dans la rubrique « Le mot de la semaine ». La masse salariale, c'est le poids qu'occupent les salaires dans le budget de l'État ou encore dans le budget d'une collectivité ou encore dans le budget d'une entreprise. Sur le plan micro, par exemple. Maintenant, sur le plan macro, alors c'est le poids que représentent les salaires dans le PIB, par exemple. Sur ces explications que nous clôturons ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Le rendez-vous est pris le mardi prochain à la même heure. Bonsoir chez vous.